Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des routes européennes. Donc qu'est-ce que c'est les routes européennes? Bah, c'est ces espèces de traits en vert que vous voyez sur la carte. Voilà, donc il y en a un certain nombre. Mais donc ces routes européennes ont un système de numérotation particulier. Avec, vous avez le numéro et vous avez un E juste devant, comme par exemple le 40 que vous voyez juste ici. Voilà, des panneaux comme ça. Alors bon, vous les retrouvez pas dans tous les pays parce que bien que tous les pays de l'Union européenne et même de l'Europe continentale de manière plus large fassent partie de cette convention, enfin de ce système, eh bien c'est pas partout que vous voyez les panneaux qui vous indiquent que vous vous trouvez sur telle ou telle route européenne. Par exemple, en Belgique, vous avez les panneaux, par exemple A7 E42 quand vous allez de, disons, Lille, enfin Valenciennes vers Cologne. Mais c'est pas systématiquement le cas. Il y a certains pays qui l'indiquent, certains pays qui ne l'indiquent pas. Par exemple, en Finlande, c'est le cas aussi. Mais par exemple, en France, vous ne voyez pas les panneaux des deux couleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système des routes européennes? Eh bien, ce sont, comme leur nom l'indique, des routes qui ne traversent pas un seul pays et qui ne sont pas numérotées à l'échelle seulement d'un pays, mais qui sont pensées comme des itinéraires transcontinentaux. Donc, si je vous montre quelques exemples, vous voyez que, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous voyez un certain nombre de routes, dont les plus importantes sont les routes avec des chiffres ronds ou des chiffres qui terminent par 5. Par exemple, vous voyez la route E15 ici, qui relie Inverness à Algeciras en Espagne, en passant par Londres et Paris. Vous voyez que d'autres routes avec des numéros qui ne tombent pas sur un 0 ou un 5 peuvent relier des villes nettement moins importantes, par exemple le 11 qui relie Vierzon à Béziers. Donc sans traverser de capitale européenne ni rien. Voilà, bon, c'est une règle générale, c'est pas toujours vrai, mais grosso modo, c'est ça. Voilà, alors quel est le principe de numérotation? Eh bien, l'idée, c'est que voilà, les routes qui sont est-ouest, les routes horizontales, en gros, ont des numéros pairs et les routes verticales ont des numéros impairs. À quelques exceptions près, on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, les routes les plus importantes terminent par un 0 ou par un 5, et c'est ce qu'ils appellent les routes repères ou les routes de référence. Voilà. Donc si maintenant on s'amuse à aller regarder à quoi correspondent concrètement ces routes, eh bien, vous pouvez voir. Voilà. Si je m'amuse par exemple à aller vous montrer, je sais pas, le 45 par exemple, voilà, le 45 qui est, je crois, la plus grande route européenne, en tout cas l'une des plus grandes. Vous voyez que cette route-là, elle relie carrément le nord de la Norvège, bon pas le Nordkap, donc pas le point le plus au nord enfin, de l'Europe continentale, disons si on exclut la Nouvelle-Zélande en Russie par exemple, mais enfin en gros de l'espace Schengen, quoi. Voilà, le point le plus au nord de l'espace Schengen, excluant les îles, comment s'appelle-t-il, les îles Svalbard. Voilà, enfin vous avez compris. Ça nous amène jusqu'en Sicile, jusqu'à Syracuse, si je ne me trompe pas. Enfin, en tout cas, jusqu'au sud de la Sicile. Voilà. Vous voyez, ça vous emmène. Où est-ce qu'ils disent que ça vous emmène? À Gela, sur la côte sud de la Sicile, disent-ils. Et ça passe donc par Hambourg, par Munich, par Bologne, par Rome et par Naples. Donc ça fait quand même un paquet de villes, disons, de moyenne à grande importance sur le trajet. Et bien donc, cette route 45, c'est un repère nord-sud. C'est même à peu près le repère central nord-sud, on va dire. C'est à peu près au milieu du classement. Si on exclut les routes au-dessus de 100, pareil, on va y revenir, mais là, la numérotation ne fonctionne pas de la même manière. En gros, c'est des routes qui ont été ajoutées par la suite pour inclure la Russie dans le classement parce que la Russie s'est jointe enfin, au traité sur les routes européennes, en gros, mais après coup. Voilà, donc si maintenant on s'amuse à regarder quelques exemples de routes européennes sur Google Maps, voilà, par exemple, vous voyez ici, vous voyez les cartes polonaises où ils vous montrent les routes européennes. Là, par exemple, vous avez l'E30 qui relie donc Berlin à Varsovie, enfin la frontière germano-polonaise à Varsovie, puisque du coup, au-delà, c'est pas indiqué sur la carte, c'est indiqué comme étant l'autoroute 12 allemande. Mais en réalité, la route porte quand même le numéro E30, même
en continuant vers l'Allemagne et je crois même vers les Pays-Bas. C'est juste que c'est pas indiqué sur Google Maps par exemple et sur les panneaux nationaux. Comme je vous le disais, la Belgique, par exemple, vous voyez les numéros en E, mais la France et les Pays-Bas ne l'ont pas. Donc vous voyez que les numéros sont numérotés par A avec du rouge. Je vais essayer de vous trouver une carte qui vous montre les différents pays qui utilisent donc la lettre A ou la lettre E ou juste des panneaux bleus pour montrer leur route européenne. Voilà. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Voilà, donc par exemple, si on regarde en Espagne, on voit qu'il y a des tirets entre les différentes routes. Enfin, c'est-à-dire, par exemple, le 5 est indiqué comme E-5, donc vous la voyez en passant par Madrid, qui donc remonte ensuite jusqu'en fait au Royaume-Uni. Mais donc au Royaume-Uni, c'est pas affiché non plus, c'est affiché comme M pour motorway. Voilà. Si on va dans un pays qui affiche les routes européennes, par exemple la Finlande, vous voyez par exemple le 63 qui relie donc Turku, au sud-ouest de la Finlande, à Tampere, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi et Sodankylä, et qui continue même en changeant de numéro, qui devient donc le 75, puisque à Sodankylä, les routes E63 et E75 se rejoignent. Et donc le 75 poursuit carrément jusqu'au nord de la Norvège, jusqu'ici. Voilà. Et vous remarquez cette bizarrerie, vous voyez que tout au nord de la Finlande et de la Norvège, le 75 devient le 6. Alors, bon, vous allez me dire, d'accord, 6, c'est tout au nord de la carte, c'est logique. Oui, sauf que certaines autres routes ont des numéros assez curieux qui semblent pas coller dans le classement. Par exemple, si on repasse sur la Finlande, vous voyez que la route côtière de la Finlande, celle qui relie donc Turku à Oulu et enfin toute la côte, s'appelle le 8. Le 8, tiens, c'est curieux, je vous avais montré que le 45 était jusque-là. Ah, bah elle a changé de numéro, c'est le 4, juste ici. Voilà, c'est le 4 et le 8 de l'autre côté de la côte. Le 45 en réalité passe plus dans l'intérieur des terres en Suède. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y avait un ancien système de numérotation des routes européennes et qui a donc été abandonné depuis. Voilà. Vous voyez que les numérotations, enfin tous les numéros se suivaient et toutes les routes étaient importantes, on va dire. Vous voyez, le 1 par exemple, Londres-Palerme par Paris-Nice et Rome. Le 6, Rome à Oslo par Berlin. Voilà. Donc là, toutes les routes avaient leur importance, mais comme ils ont voulu standardiser et mettre vraiment toutes les routes dedans, eh bien c'est pour ça qu'on est arrivé au classement actuel. Mais certaines routes, en particulier en Scandinavie, ont gardé leur ancien numéro, en fait, même quasiment que en Scandinavie. Donc le 4, le 6, le 8, c'est en fait des routes scandinaves qui respectent pas la classification nord-sud, est-ouest. Voilà, par exemple, si je vous mets, on va voir. Non, le 3 respecte, mais laquelle ne respectait pas déjà? Bon, vous voyez, par exemple, même le 10, c'est logique, c'est une route, enfin, c'est-à-dire, c'est logique, non. C'est une route est-ouest, mais tout au nord de l'Europe. Vous voyez qu'elle relie juste un tout petit bout de la Norvège et de la Suède et que ça traverse pas beaucoup de pays. Bon, c'est vrai qu'à cette latitude-là, il n'y a pas beaucoup de pays à traverser. Mais par exemple, si je vous montre le 30, vous allez voir qu'il peut y avoir des bizarreries encore plus importantes. Voilà, par exemple ici. Le 30 traverse la mer. Comment fait-elle? Eh bien, tout simplement parce que vous pouvez normalement emprunter des ferries entre donc Cork et la côte ouest du pays de Galles, disons à peu près Swansea. C'est pas Swansea, c'est plus à l'ouest, mais enfin, en gros, pour donner une ville d'importance. Et ensuite, on va voir, tout à l'est de l'Angleterre, ça doit être Ipswich, je crois. Felixstowe, voilà, c'est ça, Felixstowe, pour relier vers Rotterdam. Alors, parfois, il y a des ferries, je crois qu'en l'occurrence, il y en a un entre Felixstowe et Rotterdam, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Simplement, ça indique un itinéraire à emprunter. Voilà, et vous voyez que la route se poursuit donc au-delà, vers Berlin, Varsovie, Minsk, Moscou, et même très très loin en Russie, jusqu'à jusqu'à vers la frontière kazakh, à peu près vers l'Oural, je crois même au-delà de l'Oural. Donc ça montre à quel point les routes européennes peuvent aller loin, puisqu'elles ont toutes été prolongées en Russie et que la Russie a été intégrée au classement. Voilà. De la même manière, vous avez une route par exemple comme le 20, je crois, qui traverse la mer au niveau de la Suède et de la Finlande.
Ouais, c'est celle-là. Vous voyez que c'est un petit peu plus anarchique, donc ils s'arrangent pour relier des villes importantes, en général avec les routes qui tombent ronds. Mais du coup, ça fait des formes un peu bizarres, comme voilà le 20, vous voyez, qui relie donc, je crois que c'est Shannon à Dublin. Et puis ensuite, ça doit être Liverpool à York. Et puis donc le Danemark, Copenhague, enfin tout à l'ouest, ça doit être Esbjerg, je crois. J'ai vérifié. Ouais, c'est ça, Esbjerg, à Odense et à Copenhague, puis qui ensuite remonte vers donc Stockholm, et pas par le trajet de la côte, mais en passant par Göteborg. Voilà. Et ensuite, vous voyez qu'elle traverse la mer pour atterrir du côté de Tallinn. Ça doit pas être exactement Tallinn, mais en tout cas, ouais, Paldiski, je crois, qui est le terminus d'une des lignes de chemin de fer estonien. Ah oui, pardon, j'ai pas mis Google Maps. Voilà, donc Paldiski, c'est là, c'est en Estonie. Et je vois qu'il y a bien un ferry qui relie Stockholm à Paldiski. Sauf que bon, c'est pas le plus fréquent. En général, les ferries relient plutôt Stockholm à Tallinn ou Tallinn à Helsinki. Mais voilà. Et vous voyez que donc la route se poursuit en Russie, jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc là, c'est plutôt logique, on va dire. Voilà. Et simplement, toutes les routes n'ont pas forcément deux chiffres, il y en a qui en ont plus. Vous avez des routes également à trois chiffres. Et alors là, le système de numérotation est légèrement différent, donc ils appellent ça les routes de classe B, les embranchements en gros. Et donc là, la numérotation, l'idée c'est que, on va voir, est-ce qu'il vous le note? Voilà, je crois que c'est noté là. Donc, en gros, l'idée c'est que le premier chiffre vous désigne la route est-ouest qui est la plus proche, et le deuxième chiffre désigne la route nord-sud la plus proche. Et ensuite, le troisième chiffre représente donc l'index, c'est-à-dire il va y avoir une route 431, puis une 432, 433, 434. Éventuellement, il saute des numéros, mais en gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc oui, j'ai oublié de préciser. Le numéro le plus proche, donc c'est-à-dire au nord et à l'ouest, ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez la route, disons E15 pour du nord-sud, eh bien, voilà, admettons dans le croisement entre la route 10 et la route 15, eh bien, ça ferait la route 110 ou 111, 112, 113, 114, 115, etc. Mais donc, il faudrait que la route 10 et la route 15 soient, je vous le fais dans votre sens, à l'ouest et au nord de la route en question. Voilà, c'est le principe général. Si maintenant, pour terminer, on s'amuse à regarder quelques exemples sur la vraie carte encore, vous voyez donc par exemple dans des pays comme l'Estonie, vous avez la route E67 qui est assez importante et pourtant elle porte pas un compte-rond. C'est la Via Baltica qui relie donc Tallinn à Riga, à Vilnius, pardon, à Kaunas, ah non, pardon, à Šiauliai, euh, à Kaliningrad, tiens, c'est bizarre ça. J'ai dû me tromper quelque part. Oui, non, pardon, je me suis effectivement trompé. Elle passe par Panevejes et Kaunas, puis ensuite elle descend sur Varsovie, et je crois qu'elle continue, donc bon, elle se joint à l'E75, et puis elle rejoint en gros la Tchéquie, puis dans la direction de Vienne, en gros. Voilà. Eh bien, cette route-là va être bientôt doublée par une ligne de TGV. Enfin, ils appellent ça du TGV. C'est pas vraiment du TGV, c'est une ligne soi-disant à grande vitesse, donc ça doit atteindre les 250 km/h, donc plutôt de l'ICE allemand, on va dire. Les ICE allemands atteignent les 250, éventuellement 265 sur certaines routes. Les versions les plus récentes de l'ICE, donc l'ICE 3 par exemple, peut atteindre les 300 km/h, voire les 320 sur le territoire français, puisqu'il y a les liaisons Paris-Francfort, Paris-Stuttgart et bientôt Paris-Berlin à partir du 16 décembre 2024, qui se prolongent en Allemagne. Et donc ces liaisons-là peuvent atteindre les 320 km/h sur la LGV Est, donc de Paris à Strasbourg. Eh bien, donc par contre en Allemagne ils atteignent plutôt les 250 km/h. Eh bien c'est ce qui se passera aussi sur la Via Baltica qui reliera donc la Pologne aux Pays-Baltes, donc Varsovie à Tallinn, en passant par Kaunas, la deuxième ville de Lituanie, et Riga, la capitale de la Lettonie. Et ces trains pourront être éventuellement prolongés jusqu'à Berlin.
Et pour le fret, ça pourra même aller jusqu'à Rotterdam. Enfin, il pourrait y avoir des trains qui aillent en continu de Rotterdam à Tallinn. Il y a même un projet de prolonger ça par un tunnel sous la mer Baltique entre Tallinn et Helsinki qui ferait donc 80 km de long. Ce serait le plus long tunnel du monde, en tout cas en l'état actuel des choses. Simplement, on pense que ce serait probablement pas rentable de faire ça. Donc, il y a des investisseurs privés qui ont manifesté leur intérêt, mais bon, c'est très spéculatif, très hypothétique. Déjà actuellement, donc en 2024, il y a un tunnel qui se construit entre l'Allemagne et le Danemark à cet endroit-là, vous voyez, donc l'équivalent de l'autoroute, enfin la route européenne E47, qui permettrait de relier Hambourg et Copenhague beaucoup plus rapidement qu'en passant par Kolding, ici, et Odense, puisque vous voyez, ça fait un énorme détour si vous passez par la péninsule danoise et par l'île de Seeland. Pardon, pas l'île de Seeland, l'île de Fiodi, l'île où il y a Odense qui est juste ici. Voilà. Donc ce serait évidemment beaucoup plus rapide. Le tunnel doit faire une vingtaine ou trentaine de kilomètres de long, je crois. Ça s'appelle le Fehmarnbelt en allemand. Mais malgré tout, il y a quand même des litiges avec les agriculteurs ou les riverains, etc. Donc ça a pris beaucoup de retard et c'est prévu en l'état actuel des choses que ça se termine en 2029. Donc je parle en novembre 2024. Voilà, donc seul l'avenir nous dira si ça se fait ou pas, mais vous voyez que déjà pour 20 ou 30 km c'est assez compliqué. Le tunnel sous la Manche c'est seulement 37 km hein, et ça a quand même mis un certain temps à se terminer. Il y a aussi le tunnel qui reliera Lyon à Turin, enfin plus exactement les Alpes françaises aux Alpes italiennes pour la partie à grande vitesse. Voilà, et bien par ici, pardon, du côté de Modane. Et celui-là doit faire, je crois, 57 km de long, si je ne me trompe pas. Et c'est assez compliqué. Il y a de la contestation des deux côtés des Alpes. Et bah, ça coûte très cher, évidemment, de construire des tels tunnels. Après, il y a des pays qui construisent des tunnels comme ça, hein, des tunnels assez impressionnants. Par exemple, en Norvège, vous en avez, alors, je vais avoir du mal à vous les trouver sur la carte. Je pense que là, par exemple, c'est relié par ferry. Mais vous avez des villes, je crois qu'à Narvik ou à Trondheim, par exemple, il y a d'anciens ferries qui ont été remplacés par des tunnels. Bon, j'arrive pas à vous trouver concrètement où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas, c'est un sacré exploit. Vous pouvez relier par la route. Alors parfois il y a des ferries, mais enfin quasiment intégralement par la route. Oslo en tout cas à Narvik et maintenant même jusqu'à Kirkenes, à la frontière russe, quasiment à la frontière russe. Vous pouvez y aller par la route, alors que c'était pas possible avant. Ça a été complété, je crois, dans les années 70, 80, peut-être 60. Par exemple, en train, vous pouvez aller que jusqu'à Narvik, au plus au nord. Narvik, c'est l'endroit le plus au nord que vous pouvez atteindre dans l'espace Schengen. Alors, en Europe continentale, vous pouvez même atteindre des endroits encore plus au nord, dans l'Arctique russe, du côté de Vorkuta. J'ai oublié le nom exact, j'ai oublié où c'est exactement. Bah attendez, je vais vous chercher ça sur Open Railway Map. Voilà, comme ça. Voyons voir. Désolé. Voilà. Donc, effectivement, vous avez cette route-là, dans l'Arctique russe, du côté de Syktyvkar, qui relie jusque tout là-haut. Voilà. Je crois que la ville n'a même pas de nom. On va regarder. Karskaya, ils disent. Voilà. Et vous avez même un aérodrome. Incroyable. Alors, pourquoi cette route existe? Tout simplement parce que c'est là qu'il y a tout le gaz sibérien qui est entreposé. Donc, il y a énormément de ressources naturelles et vous avez des énormes trains de fret qui relient l'extrême nord russe jusque là-bas. Mais les passagers peuvent monter aussi. Par exemple, les populations locales empruntent réellement ces trains. Il y a quelques wagons de passagers attachés au train de fret et vous pouvez descendre. Ce qui est assez incroyable, disons. Mais comme vous voyez, en Europe, comment dire, dans l'espace Schengen, vous pouvez pas atteindre des endroits aussi lointains. Voilà, vous voyez, Narvik, c'est déjà pas mal. Et bon, en Russie, vous pouvez atteindre Mourmansk et la ville pardon de Nikel, qui est quasiment à la frontière norvégienne. Mais ça, c'est que les trains de fret qui empruntent. Par train de passagers, vous pouvez aller que jusqu'à Mourmansk. En Finlande, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à Rovaniemi, ce qui est déjà pas mal. Et vous voyez que Narvik n'est pas relié par la route à la Norvège. Elle n'est reliée que à la Suède. C'est parce que la route a été construite à l'époque où la Suède et la Norvège ne formaient qu'un seul pays. Donc avant 1905. Voilà, c'est assez incroyable. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, je serais curieux d'avoir vos retours. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ces panneaux de route européenne ou pas? Et
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que tous les pays utilisent cette nomenclature ou pas et la rendre visible? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, voilà, je vous mets cet écran qui vous montre les limites de vitesse dans les différents pays. Vous voyez que le seul pays dans le monde où il n'y a pas de limite de vitesse, c'est l'Allemagne. Voilà, et donc la plupart des pays sont colorés en bleu foncé ici, donc ça veut dire en gros que vous pouvez rouler à 130 km/h. Vous voyez, la France, l'Italie par exemple, la Roumanie, la Tchéquie, etc. Vous pouvez rouler à 130 km/h. En Pologne et en Bulgarie, vous pouvez même rouler à 140 sur les autoroutes. En tout cas, pour la Pologne, je peux confirmer. Entre Berlin et Varsovie, vous pouvez rouler à 140. Et certains autres pays, comme par exemple l'Espagne ou la Finlande, limitent à 120 km/h. En Finlande, par exemple, ou je crois en Suède, c'est limité à 100 km/h en hiver, à cause de la neige. Et certains pays comme le Royaume-Uni, par exemple, limitent même à 110, enfin à 70 miles par heure, mais ça nous fait 110 km/h. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'entendre vos retours. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!